Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être libérés pour participer à cet atelier malgré le beau temps qu'il fait en Bretagne. On vous propose d'échanger là pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sur l'expérience des drives fermiers, notamment des drives qui ont été mis en place en Ille-et-Vilaine. Ce que l'on vous propose comme déroulement, c'est une présentation de ce qui a pu être conduit, donc qui va être faite par Laetitia Maignan, qui est conseillère à la Chambre d'agriculture et qui a accompagné la mise en place de 3 drives, donc sur Banne-Bretagne, Rennes et Janzé, et donc qui a accompagné des agriculteurs qui, pour certains, étaient complètement novices par rapport à la commercialisation en ligne, avec le témoignage de Fabienne Pelletier, qui est agricultrice dans le secteur de Bain-de-Bretagne, au sud de Rennes, donc qui nous racontera comment elle l'a vécu. Sont aussi avec nous Ludovic de Beaurepaire, qui, comment dirais-je, est le responsable de Socléo, la plateforme informatique qui sert de support à cette activité, et va nous rejoindre Jean-Pierre Guiguin du Crédit Agricole, qui a été partenaire ou acteur de cette action, notamment avec la proposition de solutions pour le paiement des producteurs, puisque nous avons fonctionné sur un système de marketplace qui sera présenté là et que l'on a avancé en cheminement et qu'aujourd'hui les choses sont en train de se préciser à ce niveau-là. Donc je vous propose que au départ on soit plutôt en auditeur. On va laisser Laetitia, Fabienne et puis les intervenants s'exprimer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je me permettrai de les poser ou de les relancer. Et puis, à l'issue de la présentation, on s'est donné à peu près 20 minutes, 20-25 minutes. On pourra avoir un temps de questions. Vous n'hésitez pas à ouvrir vos micros, éventuellement vos visios. Et puis, comme ça, on pourra avoir un échange sur l'expérience, puisque c'est bien l'idée de vous montrer comment on a fonctionné, que ça puisse vous être utile, que vous choisissiez de travailler avec des partenaires qui sont aujourd'hui avec nous, là, ou que vous choisissiez de travailler sur d'autres formats avec d'autres acteurs. Laetitia, je te laisse la parole. Oui, merci Didier. Donc, bonjour à tous. J'ai cru reconnaître des noms de personnes qui étaient déjà là hier et à d'autres sessions. Du coup, le déroulement va se passer à peu près de cette manière. Donc, on va voir dans un premier temps la démarche, comment est-ce que ça s'est passé, quel était l'objectif, la mise en place des drives fermiers. Ensuite, quelques points sur lesquels on a pu se poser des questions et donc vous montrer qu'est-ce qui nous a interpellés et comment on a pu répondre à ces questions. Et enfin, les enseignements à tirer et puis les petits conseils qu'on pourrait vous donner si c'est votre souhait de créer un drive fermier. Donc, on a Madame Pelletier qui est avec nous. Donc, je vais la laisser se présenter rapidement et puis après, on pourra commencer la présentation. Bonjour à tous, donc je suis Fabienne Pelletier, je suis associée avec mon mari Michel en ERL depuis 2002. Je suis éleveur et producteur laitier à Bourg-des-Comptes, petite commune de 3300 habitants au sud de Rennes. Et ma particularité, c'est qu'on élève tous les veaux qui naissent sur l'exploitation au lait entier. Et donc, j'ai commencé l'année dernière, juste avant le confinement, la vente aux consommateurs. Et donc, j'ai adhéré en même temps, du moins par la suite, au drive, à 2 drives, un drive de Bain-de-Bretagne, qui est le jeudi, et puis le drive de Rennes, qui est le mercredi et le vendredi. Voilà. Donc, du coup, on va vous présenter une définition un peu de ce qu'est le drive fermier. Donc là, on s'est appuyé sur le réseau Bienvenue à la ferme parce que tous les drives fermiers du groupe Drive Fermier 35 donc, étaient appuyés par le réseau Bienvenue à la ferme. Donc, pour le réseau Bienvenue à la ferme, un drive fermier, donc, ça doit être au minimum 80% du volume d'activité par des produits agricoles fermiers. Et un maximum de 20% du volume d'activité par des produits artisanaux ou équitables. Les 25% du volume d'activité devrait être fait par des chefs d'exploitation adhérents au réseau, parce qu'on doit adhérer à Bienvenue à la ferme. Et donc, ce pourcentage, en fait, peut évoluer dans un délai de 2 ans. Donc, pour tous ceux qui, je ne sais pas si vous connaissez Bienvenue à la ferme, mais c'est une marque des chambres d'agriculture et donc qui permet en fait de valoriser
de mettre en avant les agriculteurs qui travaillent en circuit court, que ce soit par le fait de produits fermiers ou d'accueil sur les fermes. Donc la démarche, donc en fait, on a mis en place 3 sites internet. Dans un premier temps, il y en avait un commun à tous et à partir de début juillet 2020, ils se sont divisés en 3 sites distincts. Donc les 3 sites se sont mis en place en 1 mois à peu près. Ils fonctionnent toujours actuellement avec des chiffres d'affaires qui sont distincts en fait pour chaque site. Donc sur la carte, en fait, vous pouvez voir en jaune les lieux de distribution. Donc Rennes, Bain-de-Bretagne, Jean-Zéretier et puis Bain-de-Bretagne, il y a aussi 2 autres dépôts à Saint-Senoud et Pleychâtel. Et les points bleus Laetitia, est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu plus fort, s'il te Ah plaît? oui, pardon. Ouais. Je vais essayer de parler plus fort. Donc Voilà, à c'est plus confortable. les points en bleu, ce sont tous les producteurs qui sont dans les drives fermiers. Donc, certains sont uniquement sur un dépôt et d'autres sont sur plusieurs dépôts. Donc, le chiffre d'affaires que les drives ont effectué donc, d'avril 2020 à mai 2021, c'est environ 615 000 € avec une forte influence de avril à mai l'année dernière. Donc là, on est à peu près sur un rythme de croisière. Donc, dans le drive, on a environ 50 agriculteurs, 25, donc la moitié qui sont adhérents à Bienvenue à la ferme. Donc, on est à un taux du coup de 50% d'adhérents Bienvenue à la ferme. Et il y a 7 artisans, donc qui sont là aussi par période de l'année, notamment du chocolat qui était là que pour Pâques. Donc, ils ne sont pas forcément là tout le temps. Donc, l'objectif de départ de ce projet, donc il y avait différents objectifs. Tout d'abord, en fait, c'était de pouvoir continuer les débouchés commerciaux parce que au premier confinement, il y a eu un arrêt brutal de tous les marchés et une diminution sur certains lieux de vente. Donc, du coup, il a fallu trouver de nouvelles solutions et des solutions simples qui s'accordaient en fait avec le temps disponible des producteurs qui peut être parfois très limité. Également de répondre à une demande des consommateurs qui étaient très friands, à l'époque et encore aujourd'hui, de produits fermiers, donc qui cherchaient, par plusieurs moyens de s'en procurer. Donc on a essayé de se rapprocher en fait des bassins de consommation et également de trouver un système, qui soit en adéquation avec le contexte, que l'on connaît tous, donc avec, la crise du Covid-19. Donc les grandes étapes de la création du drive fermier, donc tout d'abord, en fait, il y a eu la constitution de groupes au niveau local. Donc ces groupes se sont créés, de manière spontanée. Ils se sont tournés vers nous, parce qu'ils avaient entendu, ou parce qu'on était déjà, en fait, en contact avec, des producteurs. Les groupes de producteurs se sont créés, globalement, on va dire à échelle locale, par exemple, au niveau des communautés de communes ou par des relations que les producteurs pouvaient avoir entre eux, sur d'autres lieux de vente. Donc ça s'est fait assez spontanément. Ensuite, on a dû, définir le dispositif de vente. Donc, dans le dispositif de vente, il y a différentes catégories. Tout d'abord, donc trouver le lieu, pour préparer les paniers et pour les distribuer également aux clients. Trouver les jours de distribution qui pouvaient être le plus en adéquation avec les consommateurs. Donc au premier confinement, c'était assez simple parce que tout le monde, ou les 3/4 des clients étaient chez eux. Mais, c'est vrai qu'il a fallu s'adapter pour quand même, que ça dure dans le temps. Et il a fallu également choisir, une solution de vente en ligne. Donc nous, on s'est tourné vers, Socléo, parce qu'on avait des contacts avec eux et parce que c'était un site qui était professionnel et qui permettait une activité pérenne dans le temps. Également, certains producteurs du groupe utilisaient déjà en fait ce logiciel, pour leur vente, au niveau personnel. Donc comme ils avaient connaissance, et des bons retours sur ce logiciel, on s'est tout de suite dirigé avec eux. Et également, il y a tout un cadre juridique à mettre en place, notamment des contrats de mandat entre les producteurs et l'association Bienvenue à la ferme pour cadrer en fait, les ventes, des producteurs, éviter qu'il y ait, des soucis et que chacun soit responsable, de sa vente. Donc les conditions générales et mentions légales étaient proposées par Socléo. Nous les avons du coup adaptées à notre fonctionnement et également mettre en place les modalités de règlement, donc on verra par la suite, avec, le Crédit Agricole. Et ensuite est venue la phase du coup de lancement, du
du site. Donc, il y a eu toute la mise en ligne avec la récolte d'informations auprès des producteurs, que ce soit leurs informations sur leur fonctionnement, mais également tout ce qui est RIB, toute leur liste de produits, les photos des produits. Donc ça, c'était vraiment un gros travail. Et même pour les producteurs qui n'avaient pas forcément de photos de leurs produits. Donc ça a été un gros travail à faire avant et encore aujourd'hui pour mettre en ligne les produits. Il a fallu également communiquer largement auprès de différents publics. Donc, lors du premier confinement, on a eu beaucoup d'articles, également des interviews et une communication sur les réseaux sociaux qui a été assez forte. Donc, ça a permis d'avoir un démarrage sur les chapeaux de roue, comme on pourrait dire. Et donc également d'établir un petit peu une stratégie et une suite pour le projet. Après cette phase, en fait, se sont posées quelques questions. Donc là, je vous présente la liste des questions et puis on détaillera après par la suite. Donc, il y a eu tout d'abord l'évolution de la gamme de produits. Donc, au départ, on est parti avec des petits groupes de producteurs, environ une quinzaine, pour monter par la suite à 20-25 producteurs. Donc, il a fallu donc faire des choix pour les nouveaux producteurs. Donc, on verra que ça n'a pas forcément été facile. Ensuite, il a fallu que les producteurs se forment à l'outil Socléo et qu'ils s'approprient en fait l'outil internet en lui-même, le logiciel, mais également la distribution, s'adapter à l'organisation des distributions. Donc, il y a le fonctionnement du groupe qui s'est mis en place aussi, les règlements financiers et puis le recrutement des clients et la promotion, la fidélisation. Donc, tout d'abord, pour le choix des nouveaux producteurs, donc, on a eu la question en fait de la concurrence qui s'est rapidement posée. Et donc, nous, ce qu'on peut retirer de cet enseignement, en fait, de cette question qui s'est posée, c'est le fait qu'il est important de prendre en compte le chiffre d'affaires du produit concerné pour savoir s'il est intéressant ou non de faire entrer un producteur concurrent sur une même catégorie de produits. Donc, on peut voir qu'en fait, sur les glaces, donc on a eu 3 producteurs parfois sur le secteur des glaces et on s'est rendu compte que c'était trop parce qu'en fait, c'est pas un secteur d'activité qui est premier au niveau des drives et donc le chiffre d'affaires se divise. Alors qu'en fin de compte, si on peut comparer avec les légumes, c'est déjà un des premiers postes sur un drive fermier et donc le fait d'avoir plusieurs producteurs, ça permet de multiplier la gamme parce que tous les producteurs ne font pas tous les produits et puis également d'avoir aussi peut-être un producteur en légumes bio et un producteur en conventionnel. Et donc là, on n'est pas sur le même public. Mais étant donné que c'est un produit qui est un chiffre d'affaires important, là, c'est plus intéressant peut-être que sur des catégories où les productions représentent un chiffre d'affaires plus faible. Donc ensuite, ça dépend également le choix du nouveau producteur. Si c'est une sollicitation d'un producteur qui vient vers le groupe du Drive en demandant s'il est possible d'intégrer le Drive, ou alors si c'est une demande du groupe sur un produit bien précis, par exemple, je ne sais pas, je dis de l'agneau. S'il manque de l'agneau sur le Drive et que ce sont les groupes de producteurs, bah là, la sélection sera différente parce que c'est eux qui ont fait la demande. Donc, ce qu'on a souhaité établir et ce qui est encore à faire aujourd'hui, c'est d'avoir une procédure de sélection, notamment quand c'est des sollicitations. Il suffit qu'on a 3 sollicitations pour le même produit en même temps. Il est nécessaire d'avoir une procédure pour savoir pourquoi est-ce qu'on sélectionne telle personne et pas une autre. Et c'est important aussi pour les producteurs qui vous sollicitent, qu'ils sachent pour quelles raisons est-ce qu'ils n'ont pas été retenus. Ensuite, donc comme je le disais pour les légumes, mais c'est valable pour toute production, il y a la notion du coup de bio ou de conventionnel, de raisonné. Donc là, c'est un choix en fait à faire de la part du groupe de producteurs. Il y a certains drives qui vont se centrer uniquement sur des productions biologiques. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait. On a souhaité mixer en fait ces différentes productions et même à avoir 2 producteurs sur un même produit qui ne soient pas tous les 2 en bio ou tous les 2 en conventionnel. On trouvait que c'était plutôt complémentaire. Ensuite, donc, il y a le relationnel aussi qui rentre en compte. On a eu beaucoup de producteurs à rentrer dans le groupe du Drive parce qu'ils connaissaient un producteur qui était déjà intégré. Et donc ça aussi, ça peut faciliter en fait l'intégration dans le groupe parce que quand on arrive quelques semaines après le début ou qu'on ne connaît personne, c'est pas forcément facile de s'intégrer. Donc c'est vrai que le relationnel, ça rentre en compte et ça joue de manière plutôt favorable au niveau de l'activité du Drive.
Et ensuite, donc, il est important en fait de préciser les modalités de fonctionnement du drive pour éviter d'avoir des malentendus ou des désaccords en fait par la suite dans le groupe. Parce qu'il est vrai qu'il y a certains producteurs qui sont rentrés dans le drive, sans connaître en fait le réel fonctionnement, les attentes, la manière dont ça se passait avec les clients et donc il y a pu avoir des désaccords ou des mésententes, entre producteurs. Donc c'est très, très, très important de préciser, quelles sont les modalités et comment est-ce que le groupe fonctionne, intérieurement et puis avec les clients aussi. Un exemple concret sur les modalités de fonctionnement du drive, c'est par exemple que tout le monde soit bien à l'heure, respecte les délais. Peut-être Fabienne, tu veux nous dire un mot sur ce sujet, par exemple? Ah, oui, surtout la distribution, le jour J, il faut que tous les produits soient arrivés à telle heure pour qu'on puisse commencer une demi-heure après à vraiment faire les paniers et puis qu'on n'ait pas à revenir sur les paniers parce qu'il manque un produit. On n'ait pas besoin d'appeler un producteur parce que tel produit n'est pas arrivé. Donc, on impose, on fixe des règles au niveau du groupe pour que, par exemple, aujourd'hui, c'est à Rennes. Donc, à 15h30, il faut que tous les produits soient arrivés pour qu'on puisse commencer à 16h à constituer les paniers et après, à 17h, distribuer aux clients. On laisse Voilà, poursuivre, donc Laetitia, à ce moment-là. oui, donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, la distribution, mais aussi, le lien avec les clients. Donc ensuite, si ça veut bien passer. Voilà. Donc, est arrivée en fait la phase de formation et d'appropriation de l'outil. Donc là, Madame Pelletier va pouvoir s'exprimer plus largement sur sa production parce que c'est vrai que ça a été difficile. En fait, au départ, donc, comme je vous disais, on était sur un site unique et donc le stock était commun à tous les produits, à tous les lieux de vente, pardon. Et donc, il a fallu s'adapter quand on a divisé les sites. Donc, Madame Pelletier, si vous voulez vous exprimer là-dessus. Ouais, c'est un site qui est très simple. Il faut au démarrage bien l'assimiler, bien le connaître. Et après, au fur et à mesure du temps, faut être curieux. Faut aller, dès qu'on a un petit moment, il faut aller voir ce qui nous est proposé. Faut surtout bien codifier nos produits. Par exemple, au niveau du stock, si c'est un stock qui est simplement de quelques unités, il faut bien mettre le nombre d'unités et non mettre rien du tout, parce que quand on met rien du tout, ça veut dire que c'est illimité comme produit. Donc, il faut bien faire attention à notre codification. Après, moi, je l'utilise pratiquement tous les jours, puisque moi, j'ai de la viande au moins, je dirais, 3 semaines dans un mois, puisque je fais partir un animal chaque mois. Je suis sur le drive le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc, mes produits, ils sont quasiment à voir tous les jours. Voilà. Donc, Après, moi, le souci que j'ai, moi, c'est que le stock, comme je participe à 2 drives et que maintenant, il y a une entité différente pour chacun d'entre eux, j'ai le stock, je suis obligée de faire un stock pour chaque drive. Il n'y a pas de mutualisation. Donc, ce qui fait que il me reste de la marchandise. Voilà, ça c'est une particularité en fait du site Oui. qui fait que si on est sur plusieurs lieux, le stock est à gérer indépendamment. Donc ça peut être une difficulté. Également au niveau des légumes, donc il y a les saisons. Donc ça, le site permet de gérer en fait les légumes de saison, qui soient disponibles ou non. Mais le volume est également, donc tout ce qui est stock, c'est très important parce qu'on n'a pas forcément des volumes illimités. Donc là, il faut bien gérer tout ça. Et après, on a la question aussi des produits secs ou peu périssables. Et donc là, en fait, on a eu la demande des producteurs d'avoir un stock de produits sur place pour éviter de se déplacer tout le temps pour, par exemple, juste une terrine ou un sachet de farine.
Donc, il y a cette question-là. Et après, sinon, il y a un accompagnement de Socléo qui a été assez important au démarrage pour moi, mais aussi pour les producteurs, pour se former en fait à l'utilisation de la plateforme. Et donc, ils étaient très présents et ils sont encore aujourd'hui très présents pour répondre aux demandes. Donc, je ne sais pas si Ludovic veut intervenir rapidement par rapport à ça, à l'utilisation de l'outil. Je propose peut-être qu'on poursuive et puis qu'on laisse Ludovic intervenir après pour qu'on ne Ouais, soit pas trop pas dans de les souci. délais, qu'on puisse Ok. faire l'ensemble. On fera une petite démo après s'il faut. On aura- Voilà. Donc ensuite, il y a eu l'organisation des distributions à mettre en place. Donc au départ, les producteurs avaient fait le choix d'être tous présents, peu importe la production, peu importe le chiffre d'affaires, parce qu'il y avait un gros volume d'activité et donc il y avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et par la suite, quand le volume d'activité a retrouvé un niveau à peu près normal, donc ça a été remis en question par rapport au chiffre d'affaires. Donc la solution qui a été trouvée, c'était de mettre en place une commission différente en fonction de la participation du producteur. Donc j'entends par là, si le producteur participe à préparer les paniers et les distribuer auprès des clients, il aura une commission potentiellement plus faible qu'un producteur qui est uniquement apporteur et qui ne participe pas aux distributions. Donc ça a été le choix de 2 drives, celui de Bain-de-Bretagne et celui de Rennes. Par contre, sur le drive de Janzé, ils sont toujours avec une unique commission pour tous les producteurs. Et donc là, tous les producteurs s'engagent à participer régulièrement aux distributions. Donc, ils ont mis un planning en place et le site permet également de gérer les permanences et l'inscription aux permanences. Donc, il y avait une question sur la gestion de la chaîne du froid. Donc, je pense Oui. que Fabienne va être très bien placée pour commenter éventuellement ce point-là, dire comment on arrive à distribuer en drive des produits frais. Il faut avoir du matériel sur place, il faut avoir des vitrines réfrigérées. Nous, à Rennes, on en a une pour la glace et puis une pour deux. On a eu même 3 ou 4 pour tout ce qui est autres produits frais. Après, lorsqu'on prépare les paniers, puisqu'on prépare les paniers avant l'arrivée des clients, on met ça dans un sac spécifique et puis on remet ça dans la chaîne du froid en attente. Et c'est sorti au dernier moment quand le client est là. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a la problématique de faire en sorte que les installations soient bien à température avant de démarrer les distributions. Oui. Donc, il y a une personne qui passe avant pour pouvoir mettre les installations à la bonne température avant. Le premier qui livre ses produits au drive, du moins sur le lieu de distribution, doit impérativement mettre en marche les vitrines. C'est une règle qu'on s'est fixée dans les éléments qu'on a à prévoir les jours de livraison. Et puis sur certains lieux, donc par exemple à Bain-de-Bretagne, c'est un magasin, donc là il y a déjà une chambre froide, donc c'est pareil, c'est géré différemment. Et pour aller livrer dans les autres lieux, il y a des camions réfrigérés qui transportent en fait les paniers pour n'avoir aucune rupture de la chaîne du froid. Donc après, les 2 autres points qu'on pouvait mettre en avant, c'est d'avoir un lieu qui soit assez grand pour préparer les paniers, donc pour notamment avoir soit des vitrines, soit une chambre froide, et puis des tables pour pouvoir poser les paniers de légumes, les cagettes, tout ça, pour que ce soit à hauteur et que ce soit plus simple pour tout le monde. Également, avoir un lieu qui soit facile d'accès pour les clients et dans l'idéal visible de tous. Je ne sais pas si Fabienne, vous avez autre chose à rajouter là-dessus. Non, c'est clair. Pas pour l'instant. Donc, juste dire sur l'organisation et la distribution, il y a un plan de maîtrise sanitaire à mettre en place et avec différents points, et notamment donc, les relevés de température, avec une prise de notes très précise à ce niveau-là qui est conservée pour bien attester que la chaîne du froid a été respectée. Je te laisse poursuivre. Oui. Donc après, il y a la relation client. Donc on a fait le choix d'avoir un outil qui soit le plus simple possible pour les clients. Donc on a une seule solution de paiement, le paiement en ligne. Il n'y a pas possibilité de payer sur place. Au départ, on a fait ce choix-là de par le contexte sanitaire pour éviter l'échange de monnaie. Mais en fait, c'est resté en place et les clients se sont plutôt bien adaptés.
à ce système. Donc, le Crédit Agricole expliquera un petit peu comment est-ce que ça se passe derrière. Donc, les explications sont sur le site pour expliquer la manière dont ça se passe au niveau des distributions, mais aussi sur le site internet, comment est-ce qu'il faut faire pour l'utiliser. Une gamme large de produits. Donc, on essaye d'avoir le maximum de produits pour que le client il puisse faire, on va dire, son panier de la semaine sur le Drive. Et également, le client donc, choisit le lieu où il souhaite retirer son panier, le jour et l'heure. Donc, on a même des créneaux horaires pour la gestion du Drive. Les écarts, donc il peut arriver en fait qu'il y ait des écarts au niveau du panier parce que le producteur a oublié une commande ou parce qu'il y a eu une erreur lors de la distribution, c'est pas la bonne référence qui a été donnée et donc il y a un écart. Donc les producteurs s'engagent en fait à faire un avoir le plus rapidement possible au client pour qu'il puisse recommander et que ça soit déduit de sa prochaine commande. Également, grâce à la plateforme, on peut communiquer très facilement avec les clients. Donc, on a leurs coordonnées, que ce soit par mail ou par téléphone. Mais également, en fait, même sur le lieu de vente, Madame Pelletier nous le dira tout de suite, mais il y a quand même un échange assez important avec les clients et des remarques qui peuvent être faites pour s'améliorer ou pour valoriser en fait le travail du producteur. Et enfin, donc, la relation avec les clients, elle peut être du coup différente en fonction de l'implication du producteur. Donc, si le producteur participe aux distributions ou s'il est uniquement apporteur, il n'aura pas forcément la même relation et le même contact avec les clients du Drive. Madame Pelletier, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, je pense moi, je veux une relation avec le client, donc je fais des permanences. À Rennes, j'en fais au moins une par mois. À Basse-Bretagne, j'en fais un peu plus parce que c'est un petit peu plus près de chez moi. Mais je pense que c'est obligatoire parce que ça fait du bien d'avoir des messages des clients par rapport à notre production, par rapport à notre produit. Aujourd'hui, on a besoin d'un échange. Voilà. Après, moi, j'ai toutes sortes d'échanges parce que comme dans notre présentation sur le site, on a mis nos coordonnées, notre adresse mail et puis notre numéro de téléphone. Donc, ça arrive que nous avons un mail comme quoi, quand on est absent avec nos produits, quand est-ce que vous allez revenir ou quand est-ce que vous allez avoir tel produit. Voilà, c'est très facile d'échanger. Voilà. Donc, voilà, Laetitia, voilà ce que je pouvais dire. Voilà, super. Donc là, ça va être, j'ai fait quelques captures d'écran en fait du site. Donc c'est celui de Rennes, celui-là. Donc là, c'est la page d'accueil sur laquelle tombent les clients. Donc vous voyez qu'il y a différents onglets. Notre démarche, donc qui explique le groupe, le listing de tous les producteurs, les différents points où ils peuvent retirer les paniers. Les actualités qui renvoient sur la page Facebook du Drive et l'aide en ligne en fait qui si les clients rencontrent un problème, ils peuvent se référer à cette aide et puis après nous contacter s'ils n'ont pas trouvé la réponse ici. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est l'interface. Donc là, on voit bien, il y a toutes les photos des produits avec le détail du produit, le poids de référence et puis après le tarif. Donc, le client ajoute ses produits, puis en haut à droite, il peut valider son panier par la suite. Donc, c'est assez ergonomique et assez intuitif pour le client. Et donc là, pour le producteur, donc c'est l'interface, on va dire, technique. Donc là, il y a différents onglets sur la gauche que l'on peut voir. Donc, commande, livraison, produits, membres, ce sont les principaux qu'on utilise. Donc, membre, en fait, c'est le fichier client. Ça vous permet de gérer le fichier client et de contacter les clients pour leur annoncer la venue d'un nouveau produit, l'absence de tel producteur. Donc, voilà, c'est vraiment une utilisation large. Et donc, ça permet aussi d'avoir un fichier client parce que c'est pas forcément, tous les producteurs n'en ont pas forcément. Donc, il y a l'onglet commandes qui permet aux producteurs de suivre à l'instant T toutes les commandes qui sont passées sur le Drive. Donc là, on voit que
Donc, c'est cette semaine, il y avait, donc c'était en début de semaine, 21 commandes pour le drive de Rennes. Donc, on peut voir chaque client, le détail. Donc, ça, moi, je le vois tout détaillé. Mais Madame Pelletier, par exemple, voit que Monsieur Mon Guégan, produit. voilà, elle voit uniquement ses produits. Oui. Donc, ça, ce sont l'utilisation principale de la plateforme pour les producteurs. Et donc, après, ils peuvent éditer des bons de livraison, des récapitulatifs produits. Ouais. C'est vraiment intuitif. Je ne sais pas si Didier, tu voulais rajouter Oui, quelque je chose. voudrais qu'on avance juste par rapport au respect du temps pour que M. Ouais. Guégan puisse nous présenter les éléments Ouais, financiers. c'est Donc, juste je après. te laisse terminer sur la communication. Et du coup, la communication, donc je vais passer rapidement. Donc, c'est un point qui est très important et on a pu voir avec le drive que par moment, on ne l'avait peut-être pas forcément bien fait. Il y a eu une baisse. Et donc, du coup, c'est pour vous rappeler qu'il est très important d'utiliser différents moyens de communication. Donc, la presse, on a pu avoir des articles, des pages Facebook ou Instagram ou autres, des flyers, enfin, toutes sortes de choses et même des événements. Donc, le drive de Rennes a organisé la semaine dernière un marché de producteurs sur Rennes. Et donc, en fait, les drives se sont aussi appuyés sur l'association régionale Bienvenue à la ferme et le site national Drive Fermier. Donc, voilà le site national Drive Fermier qui recense tous les drives fermiers Bienvenue à la ferme sur la France entière. Donc là, on peut voir en Ille-et-Vilaine, il y en a plusieurs. Madame Pelletier, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose rapidement? Non, pas pour l'instant. Et donc, la gestion administrative, donc c'est là où je vais laisser la parole à Didier Mahé et puis à M. Guéguin du Crédit Agricole. Je pense que je vais laisser directement la parole à M. Guéguin puisque la solution de paiement a été mise en place avec le Crédit Agricole. Donc, je vais me mettre en vidéo pour qu'on puisse me voir. Puis, je vais peut-être laisser M. Guéguin nous dire un peu comment fonctionne, puisqu'on a fonctionné dans un premier temps avec M. Guéguin. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Je vais vous laisser un peu la parole, dire juste un tout petit peu comment on a fonctionné, puis après présenter comment vous voyez ça et les points de vigilance à avoir. Donc, l'association Bienvenue à la ferme était la structure porteuse. On a pu réagir très vite parce qu'on avait déjà une brique de paiement qui nous servait pour d'autres activités, ce qui fait que quand le confinement s'est mis en place, il a suffi de demander à Socléo d'utiliser cette brique de paiement pour qu'on puisse fonctionner. C'était un peu dans l'urgence puisqu'il y avait des producteurs qui se retrouvaient sans solution pour leurs produits. Donc, dans un premier temps, on a fonctionné avec une solution un peu artisanale en utilisant les fonctionnalités que l'on peut connaître tous sur des sites en tant que quasiment particulier. Au fur et à mesure des mois, donc au bout d'un mois, on est passé sur une solution plus professionnelle en utilisant un EDI web. Et donc là, j'ai peut-être laissé M. Guéguin nous dire un peu plus comment ça fonctionne, quel regard peut avoir la banque et les points de vigilance ou d'attention qu'il faut avoir, puisque on se situe à ce moment-là sur du e-commerce quelque part, qui est une activité où il y a un certain nombre de sécurités et de procédures à mettre en place pour bien sécuriser les circulations financières. Alors, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir invité à cette audio vidéo. Je vais rapidement me présenter. Je suis arrivé un petit peu en retard parce que je n'ai pas pu télécharger l'application Zoom sur les applications professionnelles. Donc, je l'ai fait sur un téléphone perso. J'espère que ça va être assez stable au niveau de la connexion. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez du mal à m'entendre. Je vais me présenter. C'est bon? OK. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis le responsable d'une agence qu'on appelle l'agence de flux au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine. C'est une structure qui est spécialisée dans toute la partie monétique, commerce électronique et en gros tout ce qui est lié au flux financier dématérialisé. Donc, effectivement, comme le disait M. Mahé, on a été mis, j'allais dire, sur la demande par rapport à la situation du Covid-19, qui a été un accélérateur plus d'ailleurs un transformateur de tendance au niveau des moyens de paiement. Et concernant le drive fermier, il a été mis en place une solution, on va dire, provisoire de marketplace. Et vous avez raison de le préciser, ce qu'on appelle la marketplace, et que ça soit bien clair d'ailleurs pour chacun d'entre vous. Une marketplace, c'est bien une opération
de vente pour compte d'autrui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la marketplace n'est propriétaire des biens que vous vendez. Il n'y a pas de stock lui appartenant. Et donc, elle met à disposition ses moyens pour vous permettre de commercialiser. En faisant cette opération-là, elle devient, acceptateur de paiement pour votre compte et donc doit respecter un certain nombre de critères. Aujourd'hui, au niveau du groupe Crédit Agricole, il y a une solution qui est en train de se mettre en œuvre, en partenariat d'ailleurs avec Socleo, qui est en train de voir le jour, là, qui devrait vraiment sortir sous très très peu de temps. Je n'ai pas encore tout à fait les dates, mais c'est vraiment en cours de finalisation, qui va permettre de bien sécuriser le fonctionnement d'une marketplace. Pour que vous ayez bien ça en tête, au niveau bancaire, on va mettre en place une solution qui va permettre à la marketplace d'encaisser pour le compte de l'ensemble des producteurs et ensuite va reverser les fonds à l'euro, normalement direct, auprès des producteurs. Si la marketplace doit supporter des facturations, elle doit vous les adresser par une facturation spécifique. Ça, c'est la règle de fonctionnement. Aujourd'hui, on a mis en place, donc, sur le dossier qui nous concerne aujourd'hui, une solution de règlement de l'ensemble des producteurs par virement en intégrant au fil de l'eau les RIB des nouveaux producteurs qui venaient se joindre à l'association. Donc, c'est une solution qui demande en fait une vigilance relativement forte de la part de mes collaborateurs dans les flux qui sont amenés à transiter par le compte, une démarche relativement cadrée au niveau juridique sur l'incrémentation de nouveaux RIB, ça doit répondre à un certain nombre de critères, sachant que, pour votre information, la marketplace, ce nom marketplace, cette solution de commerce est une solution qui est extrêmement encadrée et réglementée. Et on peut le comprendre, puisque vous allez faire confiance à un tiers pour encaisser pour vous, sachant qu'il va vendre votre marchandise sans jamais vous l'avoir acheté. Donc, c'est relativement cadré. C'est pour ça que le groupe Crédit Agricole est en train de déployer une solution pour les mini-marketplaces, on va dire aujourd'hui, et les marketplaces, qui sera entièrement cadrée et sécurisée. Sécurisée pour les producteurs, mais aussi sécurisée pour le responsable de l'association qui aura en gestion cette marketplace. Si marketplace il y a, puisqu'on a également aujourd'hui des magasins de producteurs qui ne sont pas des marketplaces, où là, le magasin achète aux producteurs et revend comme le ferait n'importe quel magasin. Donc là, on a un schéma totalement classique. Je ne sais pas si ce que je vous dis est assez clair. Peut-être juste rajouter un commentaire, parce qu'on privilégie au niveau de la Chambre d'agriculture la solution du marketplace dans les collectifs de producteurs, puisqu'elle offre plus de souplesse réglementaire, puisque par exemple, il y a des règles au niveau sanitaire, au niveau commercial, qui sont différentes quand on est en situation de vente directe, ce qui est le cas là dans les drives, par rapport à de l'achat-revente qui peut demander un certain nombre d'autres obligations comme des agréments européens ou autres. Donc, on a privilégié cette solution-là pour pouvoir associer le plus facilement tous les producteurs d'un territoire donné. La démarche pourrait être différente. On pourrait être sur l'achat-revente dans des dispositifs autres ou avec des opérateurs plus importants. Tout à fait. Alors, ce qui concerne la solution en elle-même, si vous voulez, d'un point de vue organisationnel, on la connaît bien. Quand vous parliez de point de vigilance, c'est surtout sur le fait de bien respecter on va dire l'aspect juridique, d'intégrer à chaque fois un nouveau producteur, de bien intégrer dans le contrat le fait que ce nouveau producteur soit adhérent de l'association, qu'il fasse bien partie d'un contrat juridique entre les deux, et que nous, on puisse cadrer l'intégralité des règlements. On se porte en fait comme un tiers de confiance sur le fait que quand la marketplace encaisse, on doit normalement être certain que les bénéficiaires des virements qui partiront de la marketplace soient bien les producteurs et pas des tiers qui ne seraient pas identifiés. Voilà. Ça, c'est un élément important. Donc, c'est pour ça que le compte sur lequel fonctionne la marketplace est un compte qui est isolé et qu'on appelle un compte de cantonnement, en l'occurrence, et qui va être le pilier du fonctionnement entre les encaissements et vous, producteurs. Voilà. Donc c'est vrai que c'est la difficulté qu'on peut avoir, surtout quand on est dans une démarche qui va en croissance, c'est que tous les mois, il y a de nouveaux producteurs. Il y a une opération à Noël, on a de nouveaux producteurs. À Pâques, on va avoir des chocolatiers. Donc, ce qui fait qu'on a un ou deux nouveaux interlocuteurs à faire connaître et on a une démarche à remettre en place. Donc, l'invitation, c'est, quand c'est possible, de prévoir un peu large, d'associer l'ensemble des interlocuteurs pour faire toutes ces démarches d'identification et d'immatriculation, si je puis dire, en même temps. Tout à fait. Et le responsable
on va dire, qui pilote cette marketplace, il faut qu'il ait bien intégré ce système, c'est impératif. Et de la même manière, si effectivement la market supporte un certain nombre de charges, ces charges font l'objet de facturation et non pas de prélèvement sur le compte d'encaissement de la marketplace. Ce qui peut être totalement compréhensible d'un point de vue fonctionnement, que ce soit beaucoup plus simple à faire, mais c'est juridiquement pas possible. Voilà. Donc, c'est la contrainte de la marketplace. Aujourd'hui, on est en train de finaliser une offre qui va encadrer tout ça, qui va permettre aussi peut-être une plus grande facilité d'utilisation. Je vous dis, c'est vraiment en phase d'être validé. Et celle que nous, on a mis en place au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, ce que rappelait M. Maé tout à l'heure à juste titre, c'était une solution d'urgence, parce qu'il y avait urgence à soutenir le commerce de proximité. Et mon prédécesseur, qui est M. Leluyet, a vraiment mis en œuvre une solution rapidement pour vous permettre de mettre en place cette market. Voilà. Il y a monsieur Ludovic de Beaurepaire qui était avec nous pour Socléo. Je ne sais pas, Ludovic, si vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet. Oui, bah, effectivement, on a bien travaillé parce que jusque-là, au niveau de Socléo, ben, on intégrait les solutions de paiement comme e-transaction du Crédit Agricole qui sont plutôt dédiées au e-commerce. Et du coup, là, c'était intéressant de l'adapter pour les places de marché. Aujourd'hui, le cadre réglementaire, donc ça dit que qu'en deçà, sur une marketplace qui fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc elle est dispensée de déclaration d'agrément auprès de l'autorité nationale. Mais par contre, elle doit avoir un compte dédié, donc ce qui a été mis en place avec cette solution de petite marketplace, et où dans ce cas-là, on peut fonctionner avec un terminal de paiement, on va dire standard, un compte dédié et des virements vers les producteurs. Donc c'est ce qui est en place. Et là, on travaille aujourd'hui avec la branche de paiement, la CAPS du Crédit Agricole, pour travailler sur une solution réellement de marketplace, justement davantage pour des marketplaces qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc pour directement ventiler sur les comptes des producteurs les sommes encaissées au niveau des clients, et avec également des services qui seront un peu plus avancés. Celui auquel nous on croit beaucoup, c'est notamment le prélèvement, donc qui permettra de libérer réellement le paiement, parce que du coup, il n'y aura plus d'opérations de saisie des opérations bancaires, des infos de carte lors de la commande, et ce sera directement un paiement, un prélèvement suite à la commande, et ça peut être assez intéressant, je pense, pour les circuits courts qui fonctionnent avec des commandes récurrentes hebdomadaires. Donc voilà, si on arrive à se libérer des informations de paiement, ça sera beaucoup plus efficace. Après, on pourra avoir des solutions, je ne sais pas où on est vraiment CAPS sur le sujet, mais des opérations de one-click sur les sites qui permettront d'intégrer les données de carte bancaire et les conserver pour une utilisation beaucoup plus fluide de la part de vos clients qui commanderont, et ils se verront proposer l'acte de paiement en un seul clic. En fait. Il n'y aura plus de solution, il n'y aura plus de coordonnées bancaires à saisir. D'accord. Et ça, c'est en train d'être mis en place déjà sur j'ai vu que e-transaction était renommée, là, c'était… Voilà, l'Up2Pay e-transaction, qui est la nouvelle version améliorée, on va dire, intègre cette solution. D'accord. Et c'est vrai que après, c'est plus au niveau de la conception elle-même du site, où, on pourra en reparler, hein, c'est peut-être pas le lieu, mais ça permettrait justement de ne plus avoir cette problématique qui est liée à la ressaisie des opérations. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces solutions, ça peut apparaître un peu très technique et tout ça, mais ça sécurise les producteurs, parce qu'ils sont sûrs d'être payés, et ça sécurise les responsables de l'association, et quelque part, c'est de nature à favoriser l'émergence d'initiatives où des petits ou des collectifs peuvent se dire, voilà, maintenant on peut gérer, on a des solutions carte bancaire, on n'a plus de liquidité à gérer, et on a des virements qui se font automatiquement. On a eu écho en tant que chambre d'agriculture de collectifs où cette question de la gestion financière pouvait amener des discussions, voire des tensions entre producteurs, tandis que là, on a quelque chose qui est complètement transparent, qui est bloqué, il y a des contrats qui sont passés, et puis on peut se concentrer sur les vrais sujets qui concernent les producteurs, leur offre, la relation avec les clients, l'organisation de la distribution, éventuellement le développement des… Donc pour nous, en tant que Chambre d'agriculture, c'est une solution administrative qui va bien, qui est simple, elle libère un peu de l'énergie pour d'autres points. Tout à fait.
Juste, si je peux me permettre un dernier point, c'est vrai que on parle de marketplace, mais il y a beaucoup aujourd'hui d'installations en circuit court. Et aujourd'hui, le groupe Crédit Agricole a vraiment une palette de services de paiement qui permet de couvrir l'intégralité du spectre. Vous avez un magasin local, vous avez du sans contact. Vous allez pouvoir, suite à une commande par téléphone, par exemple, créer un lien de paiement avec votre ordinateur et l'envoyer à votre client qui peut vous payer en direct. C'est ce qu'on appelle le paiement par lien. Ça, c'est des choses qui ont été sorties sur 2020, poussées probablement par la crise, mais qui aujourd'hui montrent une réelle efficacité et qui permettent de commercer en toute sécurité en ayant des règlements à distance. On a des terminaux mobiles aujourd'hui très simples, ça coûte 60 €. Vous pouvez le coupler avec votre téléphone portable et vous avez un terminal de paiement mobile. Toutes ces solutions-là, aujourd'hui, elles sont assez méconnues. Moi, je me fais fort au niveau du marché de l'agriculture chez moi, de former les conseillers agri pour qu'ils aient vraiment ces solutions-là en tête et vous permettre, vous, de votre côté, comme disait M. Maët, de se libérer et de faire votre job, c'est-à-dire qui est de produire et de revendre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je propose peut-être que Laetitia puisse terminer pour qu'on puisse avoir un temps de questions, sachant qu'il y en a une question auquel on doit répondre, parce que là, on arrive aux 45 minutes qu'on avait convenues. Eh bien non, c'est toi du coup, Didier. Et je t'invite à parler assez fort, parce qu'on t'entend quand même pas oui. très fort, Laetitia. Non, bah, ça peut être toi sur cette diapo-là, si tu veux présenter un peu taux de prélèvement. Tu veux que je le fasse? Non, mais sur le modèle économique, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait eu, je vais la commenter, on avait avec les producteurs choisi, après la période de confinement, de prendre un taux de prélèvement qui peut, dans certains cas, apparaître un peu élevé. Hein. C'était un choix de se donner un peu de marge de manœuvre, donc de 10%. Ça partait de l'expérience des drives partout en France, qui permettent de couvrir les différents coûts de fonctionnement qui sont de quelques pourcents, de financer aussi de l'appui qu'il peut y avoir nécessaire aux producteurs pour aider, pour développer l'offre, et puis qui permet un retour financier pour que les associations puissent après se gérer par elles-mêmes, la comptabilité, les assurances, etc. On s'aperçoit que sur cette phase-là, on a bien équilibré avec ce fonctionnement-là. Donc après, les associations vont pouvoir continuer à fonctionner. Tu avais d'autres éléments pour terminer, Laetitia ? Bah, il y avait juste du coup les points à retenir que j'avais mis. Donc, c'est vraiment une synthèse. Hein, il faut en fait tout retenir. Mais donc là, si on devait ressortir quelques grands points, donc il y a tout d'abord organiser le fonctionnement global de votre drive fermier en amont. Vous concerter avec vos producteurs ou alors vous-même écrire, si vous êtes tout seul, écrire vous-même ce que vous souhaitez. Trouver un outil de vente en ligne qui soit adapté. Donc, nous, on a fait le choix de Socléo, mais il en existe d'autres. Échanger régulièrement avec le groupe, par le biais de groupes WhatsApp, groupes Facebook, pour échanger en fait assez facilement plutôt que par SMS ou par téléphone où on parle une personne avec une personne. Proposer une gamme large de produits parce qu'on voit que sur tous les drives, c'est ce qui était demandé au début quand il en manquait un petit peu. Et dès qu'on a une gamme large ou dès qu'il manque un produit, le nombre de paniers diminue. Et également, pensez à communiquer efficacement et régulièrement autour de vous, mais pas que. Essayez de vous éloigner un petit peu pour toucher le plus possible de personnes. Et communiquer aussi de différentes manières. Madame Pelletier, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au regard de votre expérience sur cette démarche ? Moi, je pense qu'il faut une bonne cohésion de groupe. Faudrait que tout le monde du groupe participe, d'où la nécessité de mettre en place des commissions pour apporter beaucoup de cohésion au groupe. Il faut communiquer, oui, il faut communiquer, mais il faut de différentes façons, par exemple Facebook, Instagram, voilà, avec Socléo aussi, sur l'actualité, là. Mais il faut alimenter. Faut pas créer pour dire créer. Après, il faut alimenter régulièrement, donner de l'information régulièrement. Faut alimenter. Alors, il y a une question qui était posée de savoir, puisque là, on fait référence à une expérience qui a lieu en 35, parce qu'en fait, il y a eu une demande en 35. Qu'est-ce qu'il en est dans les autres départements? Alors, ce que moi, je peux dire, c'est qu'il y a eu
une démarche conduite dans le Finistère pendant la période du confinement, qui était un petit peu différente, hein, mais il y a plusieurs petits collectifs de producteurs qui se sont mis en place. Ce qu'on a fait, on a utilisé aussi la solution Socléo de manière beaucoup plus temporaire, puisque là, on était sur des tout petits collectifs, mais la formule, l'outil Socléo était adapté à des petits collectifs. Hein, ça a permis de trouver une solution à court terme. Après, les producteurs, comme les consommateurs étaient juste à côté, ils ont préféré passer dans une relation physique directe avec de la vente sans passer par une solution en ligne. On a connaissance de démarches qui sont mises en place, mais pas forcément accompagnées par la Chambre d'agriculture dans les Côtes d'Armor, avec de la distribution aussi. On a eu aussi connaissance de démarches dans le Morbihan, où assez souvent les producteurs, quelquefois, ont pu vouloir chercher des solutions, comment dirais-je, très peu coûteuses, puisqu'il y a quand même un petit coût derrière, où on n'est pas du tout de frais. Certaines ont perduré, d'autres se sont arrêtées. Donc, si on vous présente aujourd'hui ce qui s'est fait en Ille-et-Vilaine, c'est qu'on y a trouvé quand même un élément d'organisation. Moi, ce que je vois, c'est que les producteurs du territoire de Bain, de Janzé, de Rennes, ils se connaissent, ils travaillent ensemble. On ne sait pas comment les choses vont durer après-demain, quel format ça va prendre en place. Sur Bain, vous avez des projets qui vont plus loin que le drive aujourd'hui. Donc, voilà, donc c'est une démarche qui est intéressante. Et aujourd'hui, évidemment, s'il y a des producteurs qui sont intéressés et qui veulent mettre en place des démarches, elles peuvent se mettre en place en Bretagne, sur le territoire qui vous concerne, et en tout cas pour ce qui est des chambres d'agriculture, partout sur le territoire français. Je ne sais pas si M. Guéguin, Mme Pelletier ou M. de Beaurepaire, vous voulez rajouter quelque chose? Non, moi c'est bon. Non, très bien pour moi aussi. C'est bon également. Là, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser oralement ou à les poser sur le chat. Et puis, s'il n'y a pas de questions, vous avez nos contacts, comment dirais-je, vous avez nos possibilités de nous contacter nous-mêmes. Vous avez la possibilité de contacter directement Socléo pour si vous avez des demandes d'informations. Il y a des possibilités de présentation en ligne qui existent. Vous avez la possibilité, bien sûr, de voir avec vos agences agricoles sur ces solutions. Et si vos agences ne sont pas forcément informées, vous pourrez revenir vers nous et on mettra en relation avec un ou d'autres personnes pour que vous ayez les bonnes réponses. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en rester là. Mais en tout cas, merci à tous les intervenants, merci pour votre participation et puis à bientôt alors.